Bien, merci beaucoup au TRT5 avec qui je collabore depuis de nombreuses années. Alors moins ces 3-4 dernières années à cause de la pandémie, mais on avait beaucoup travaillé auparavant sur la mise en place des documents en particulier d'informations sur les antirétroviraux, etc. Puis après, j'avais passé la main, mais ça a tout le temps été un plaisir de collaborer. Merci encore de m'avoir invité aujourd'hui. J'ai été très, très touchée de voir que, voilà, après 3 années de Covid très intenses, on retourne un peu aux réunions qu'on avait l'habitude de faire et c'est super de tous se revoir et pas simplement en distanciel. Alors, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, ce n'est pas du tout quelque chose d'académique. Je n'ai pas voulu retourner dans les chiffres, prendre toutes les études pour voir la représentativité de chacune des études, etc. Ça va plutôt être pour donner des éléments lors de la discussion de tout à l'heure, parce qu'en même temps, la représentativité des études, c'est du vécu de chacun d'entre nous, que l'on soit du côté des soignants, mais également du côté des patients. Et pour approcher un peu le problème, parce que je pense qu'il y a un vrai problème, c'est pour ça d'ailleurs qu'on m'a demandé d'en parler, je voulais retourner sur un peu la base, c'est-à-dire qui est affecté par le VIH en 2021. Alors là, j'ai des données de 2021, mais on peut penser qu'en 2022, ce serait guère différent. Parce qu'en même temps, quand on parle de représentativité, ça ne veut pas simplement dire l'équité ou l'égalité d'inclusion des personnes vivant avec le VIH dans les essais, c'est que la proportion de celles qui sont incluses dans les essais représente un peu la réalité de l'infection. Alors pour nous en France, là c'est les chiffres que je vous présente ici, ce sont les chiffres tirés du dernier rapport de l'ONU-SIDA sur l'Europe, incluant la France, et puis je vais vous montrer tout à l'heure des chiffres un petit peu plus précis sur la France. En fait, alors, qui a été... Donc ça, c'est un peu différent. C'est pas qui vit avec le VIH à long terme en France, c'est qui a été nouvellement affecté, parce que ce sont aussi les personnes vivant avec le VIH qui sont celles à qui on va peut-être proposer dans le futur d'être inclus dans des essais. Donc dans des essais de nouvelles molécules ou dans des essais de stratégie avec des molécules qui sont plus anciennes. Eh bien, quand on regarde, on voit que l'infection par le VIH touche majoritairement des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, mais également, vous voyez, des personnes qui utilisent des drogues, des travailleuses du sexe, travailleurs et travailleuses du sexe. On voit également, quand vous regardez complètement à gauche, les personnes qui sont en contact avec des travailleurs, travailleuses du sexe ou des utilisateurs de drogue, et puis une petite proportion, mais on voit que en fait, quand on reprend au fil des années, on voit que ça augmente. Donc, toute la population transgenre, femmes et hommes transgenres, alors plutôt femmes transgenres en général, avec un groupe qui avait été qui était très invisibilisé et qui maintenant commence à prendre plus de visibilité. C'est peut-être aussi pour ça qu'on les voit. Je ne pense pas qu'ils étaient moins infectés avant, mais surtout, c'est un groupe qui maintenant est considéré en tant que tel. Et puis quand on regarde la proportion entre hommes et femmes en termes d'âge, eh bien on voit que ce sont plutôt des hommes qui sont aux alentours, on va dire, de 30-40 ans en moyenne, avec le nombre de femmes de 30-40 ans qui sont une proportion beaucoup plus faible. Si on fait un focus maintenant sur les populations clés, parce qu'en fait, l'un des problèmes de la représentativité dans les essais vient de ce déséquilibre patent entre les personnes dont on considère qu'elles font partie de populations clés, c'est-à-dire celles vers lesquelles on fait beaucoup d'efforts en termes de outreach pour le dépistage, mais également en termes de prévention, et qui sont, vous l'avez compris, extrêmement sous-représentées dans les essais thérapeutiques. Bien, on voit qu'en termes de prévalence, c'est bien sûr beaucoup chez les usagers de drogue, mais également chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Vous voyez, 5,5% de prévalence, qui est quand même très élevé. 13,7%, ce sont les alors,
Donc 2% chez les usagers de drogue, 5,5% chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, 0,3% chez les travailleurs, travailleuses du sexe. Vous avez ici 1,7% chez les prisonniers et les 13,7% c'est dans la population transgenre. Alors attendez, excusez-moi, je me suis trompée dans les flèches. Alors, ça, c'était juste une petite anecdote parce que dans le rapport de l'ONU-SIDA, je me suis dit, je vais aller dans ces gros rapports internationaux pour voir ce qu'il en est de la France. Mais en fait, peut-être que vous ne voyez pas grand-chose, mais en fait, il n'y a rien. Le rapport est vide pour la France. Alors, je ne pense pas qu'il y ait des personnes de Santé publique France ici, mais ça m'a beaucoup interrogée. Alors évidemment, je suis ensuite allée voir dans le BEH, qui est publié par Santé publique France, pour voir ce qu'il en est de la France. Donc ce qu'il en est de la France, eh bien, vous voyez cette baisse dont on a beaucoup parlé en 2020 du nombre de nouveaux dépistages. Mais si on regarde un peu en tendance, on est quand même encore dans une population qui est affectée par le VIH, principalement hétérosexuelle, née hors de France. Ensuite, les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes nés en France. Et quand on regarde ici, parmi les hétérosexuels nés à l'étranger, eh bien, ce sont principalement des femmes nées à l'étranger. Alors, en résumé, qui se contamine et vit avec le VIH en France en 2022 ? Principalement des hétérosexuels nés à l'étranger, surtout des femmes, des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes principalement nés en France. Il y a une faible proportion d'hétéros hommes et femmes nés en France, très faible proportion d'UDI et de transgenres, mais on sait qu'il y a, pas chez les UDI, mais au moins chez les transgenres, un sous-dépistage patent. Et puis ce sont plutôt des hommes âgés de plus de 50 ans et des femmes âgées de moins de 50 ans. Alors, est-ce que cette répartition reflète le profil des personnes vivant avec le VIH et incluses dans les essais ? Pas vraiment. Alors, je ne vais pas vous faire lever la main, mais là, quand je regarde en gros, j'ai quand même l'impression qu'il y a 50% d'hommes, 50% de femmes dans la salle. Je suis sûre que si je vous demandais de lever la main pour ceux d'entre vous, ceux et celles qui ont participé à des essais thérapeutiques, il y aurait principalement des hommes blancs qui répondraient et qui lèveraient la main. Alors, sous-représentation chronique des femmes, ça on le sait depuis longtemps, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des recommandations internationales pour faciliter l'inclusion des femmes dans les essais. Je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure. En gros, les femmes dans les essais représentent 15 à 30% des personnes incluses dans les essais thérapeutiques. Alors là, je parle bien parce que je vais finir mon topo sur une notion dont on n'a pas vraiment conscience, qui sont l'inclusion des personnes vivant avec le VIH dans les essais hors VIH, et vous allez voir l'énorme problème également. Donc là, on est bien dans les essais de molécules, de nouvelles molécules VIH ou de stratégies de traitement. Donc les femmes représentent entre 15 et 30%, et encore, c'est pour les essais pour lesquels il y a eu des gros efforts de fait. Même s'il y a des recommandations internationales, on n'arrive jamais à 50%. Évidemment, là, je voulais juste vous rappeler, je ne vais pas vous faire de la littérature dessus, mais il n'y a pas de signal de moins bonne efficacité des traitements en fonction du genre. Il y a possiblement pour les femmes un problème de moins bonne observance. Ça a été vu dans de nombreux essais, de nombreuses méta-analyses rapportent ce phénomène-là, et c'est plutôt dû à des problèmes psychosociaux d'observance du traitement, et je vais revenir après dessus. Donc les raisons avancées, je vais un petit peu plus les détailler, eh bien, le travail, les ressources financières, en particulier la perte de ressources financières pour certaines femmes qui doivent prendre des jours pour participer aux essais, la gestion des enfants, de la famille, mais également la stigmatisation, en particulier pour les femmes nées, par exemple, en Afrique subsaharienne ou encore dans les régions du Maghreb. Alors, comment améliorer ? Donc, plutôt que la phrase que je vous ai mise en dessous, je vous montre ici les stratégies qui ont été rapportées dans un très joli papier, alors qui date un peu de 2010, mais je trouve qu'on n'a pas fait mieux en termes d'analyse de la situation depuis 10 ans.
Donc les stratégies pour améliorer l'inclusion des femmes dans les essais, vous les voyez ici. D'abord, les aider à faire face à leurs obligations familiales. Par exemple, prendre en charge les enfants pendant les visites de l'essai. Pour ceux d'entre vous qui sont inclus dans des essais, vous savez que souvent, quand on doit passer une visite, en particulier les visites qu'on appelle les milestones, où on évalue les critères de jugement, ça prend quasi une demi-journée, au moins une matinée. Ou alors, c'est le début de la matinée, justement le moment où il faut gérer les enfants. Et même si probablement la gestion des enfants se partage de plus en plus entre hommes et femmes, on sait quand même que la charge mentale reste plus importante chez les femmes que chez les hommes. Adapter l'horaire des consultations aux examens et aux contraintes familiales. Donc ça, c'est pour adresser le problème des obligations familiales. Tout ce qui concerne également la culture et la langue, les documents de l'essai dans un langage qui est compréhensible, donc qui va prendre en compte les spécificités émotionnelles et sociales des femmes pour améliorer le consentement éclairé. Ça, c'est aussi un gros travail qu'il y a à faire, et en particulier avec les associations. C'est pour ça qu'il est très important d'inclure les associations comme celle que coordonne le TRT5 dès le design des essais thérapeutiques. Adapter le consentement à la langue des patients, ça c'est une évidence. Et pour les procédures de recrutement, il est recommandé d'avoir des critères de recrutement plus flexibles, adaptables aux femmes, un respect de la confidentialité. Je ne pense pas qu'en France, ça ce soit un gros problème. Et puis surtout, le gros problème de la grossesse et de la contraception, puisque la plupart du temps, les femmes sont exclues des essais à cause de ce risque qu'elles tombent enceintes. Comme si c'était une maladie que de tomber enceinte. Donc, beaucoup de scientifiques se sont engagés sur le sujet. Il y a eu beaucoup d'éditoriaux sur le sujet pour dire, dans un essai de phase 3, il n'y a aucune raison d'exclure les femmes qui sont en âge de procréer, comme on dit, parce qu'elles risquent de tomber enceintes. Il faut simplement qu'il y ait des procédures très claires de gestion des grossesses et pas forcément d'arrêt de l'essai pour ces femmes qui sont incluses. Donc pour limiter les sorties d'essai en cas de grossesse. Alors, sous-représentation également des populations clés, honnêtement, alors je ne dirais pas que j'ai fait une recherche exhaustive de la littérature, mais dans ce que j'ai pu regarder ces derniers jours, je n'ai pas trouvé d'articles scientifiques qui rapportent les raisons exactes et précise, avec une méthodologie scientifique, de la très faible inclusion des populations clés. Alors pourquoi ? On peut penser que déjà nous, médecins, inconsciemment, on aura moins tendance à proposer l'inclusion dans un essai thérapeutique à une patiente transgenre dont on sait qu'elle peut avoir des problèmes de langue, des problèmes de stabilité, de logement, de stabilité de ressources financières, etc. Il y a également des problèmes d'interaction médicamenteuse avec les médicaments que l'on peut prendre type hormones, etc. Également, les observances des visites et des prises médicamenteuses. On sait que souvent, dans les essais, il faut être très strict sur les dates des visites. Et quand on a affaire à des travailleurs du sexe qui sont transgenres, il y en a beaucoup parmi les transgenres, ça peut aussi être très inadapté par rapport aux horaires des travails. Et puis, ça, je vous disais, les freins inconscients du médecin. Quand on se pose consciemment la question, on se rend compte que pour nous, et on regarde les choses en face, c'est plus facile de proposer un essai thérapeutique à quelqu'un qui a un travail stable et qu'on voit le plus souvent en consultation. Donc, dans les services parisiens, c'est souvent les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Voilà, c'est plus facile que de le proposer à une femme transgenre. Alors, autre question, la sous-représentation des personnes âgées de plus de 50 ans, 60 ans, alors que pourtant, c'est maintenant la majorité de notre patientèle. Alors pourquoi ? On sait qu'il y a beaucoup d'enjeux autour des interactions médicamenteuses liées au traitement que l'on prend pour traiter les comorbidités cardiovasculaires, rénales, etc. Et là aussi, il n'y a pas de littérature très fournie sur ces causes-là, mais on peut penser que, pareil, c'est plus facile d'inclure un jeune de 30 ans que quelqu'un de 60 ans.
Et puis, je vais finir ma présentation sur cette diapo, qui est un enjeu méconnu, qui est l'exclusion quasi systématique, et on l'a beaucoup vu dans les essais Covid, des personnes qui vivent avec le VIH, pour tous les essais qui évaluent soit des stratégies ou soit des traitements contre d'autres pathologies que le VIH. Et vous voyez ici, c'est la position de la FDA qui dit que ça peut limiter l'accès de ces patients à des essais thérapeutiques et qui vont finalement conclure à des résultats qui ne sont pas représentatifs de l'effet de ces traitements chez les personnes qui vivent avec le VIH. Et donc, il n'y a aucune raison de limiter l'accès à ces essais thérapeutiques aux personnes qui vivent avec le VIH dans une infection chronique stable, à partir du moment où il n'y a pas d'interaction médicamenteuse prouvée avec les médicaments à l'essai. Et je pense que... alors, je voulais vous dire, peut-être probablement beaucoup d'entre vous connaissent ce plaidoyer, qui s'appelle Belong, qui est promu par l'EATG, qui est l'inclusion des personnes vivant avec le VIH dans les essais cliniques non VIH. Je trouve personnellement que c'est une très bonne initiative. Je n'ai pas eu le temps de voir où ça en était en termes de plaidoyer, parce que quelles sont les actions concrètes autour de ce plaidoyer, mais j'ose espérer que c'est vraiment porté de façon forte. Et je pense que là aussi, c'est lutter contre une certaine forme de stigmatisation. Voilà, merci à vous. Et puis j'espère que ça va animer la discussion tout à l'heure.